Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue ce matin. Mon nom est Louis Hull. Je suis le responsable de la programmation avec une équipe extraordinaire des Instituts d'été du Centre Franco. Ça me fait très plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la conférence qui a comme titre Agir en prévention plutôt qu'en réaction dans ma salle de classe. Une conférence qui nous sera donnée par Monsieur François Massé. Monsieur François Massé est un franco-ontarien, pédagogue émérite qui parcourt le Canada et qui donne de nombreuses conférences. Donc, on va parler pédagogie ce matin. Je suis très content qu'il soit là. Et encore une fois, si vous avez des questions, on vous invite à utiliser la boîte de clavardage ou encore votre micro. Et après, eh bien, quand la question est terminée, on vous invite à mettre votre micro en sourdine. Enfin, je voudrais remercier le ministère de l'Éducation qui permet de telles initiatives grâce à son financement. Et puis, eh ben voilà. Donc, merci tout le monde. Et puis, Monsieur Massé, c'est à vous. Bonjour, bonjour Louis. Merci Louis de cette invitation ce matin en ce 9 août, à la veille d'une nouvelle saison 23-24 d'apprentissage. Et quelle façon de commencer cette saison-là en présence de collègues franco-ontariens. Chez Louis, on se connaît. Bon, tu n'as pas voulu dire dans l'intro, mais on se connaît depuis quelques temps maintenant. On ne dirait pas combien d'années. Et même eu la chance de travailler ensemble dans l'Est ontarien. Et quel plaisir de te retrouver ce matin, de retrouver des collègues franco-ontariens et peut-être d'ailleurs aussi. Je vois dans la liste, si on n'est pas nombreux, tant mieux, j'aime ça, on est intime, on va pouvoir discuter pédagogie, se préparer pour la rentrée scolaire. Et oui, je l'ai intitulé Agir en prévention. Donc, le thème ce matin sera une question de prévention, mais je me devance. Et donc, je vais vous partager à l'écran ce matin un peu le document que je vous suggère, quelques réflexions. Je vous invite encore une fois à poser des questions à tout moment. Ça se veut aussi bon, une conférence, mais un échange également avec des questions de votre part qui peuvent peut-être aider à aller plus loin dans un thème ou l'autre. Alors, ceci étant dit, je commence comme ceci avec un petit peu, encore une fois, cette série d'impacts, hein, de conférences préparées par le Centre Franco. Et je commencerai ce matin par reconnaître le territoire. Hein. C'est une pratique que l'on fait maintenant qui nous rappelle aux ancêtres, qui rappelle les premiers peuples. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Ontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour l'Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors voilà, oui, parcourir le territoire, parcourir, c'est ce que j'ai eu la chance de faire depuis 8 ans, un peu à travers le Canada, et de parler avec des pédagogues qui ont tous la même mission. Hein. Et ça, il faut se le rappeler, assurer la réussite de chaque élève. Je sais, là, on est à l'été, on s'est un peu retiré de ça, j'ose espérer un peu, hein, pour refaire le plein. Mais là, ce matin, on se remet dans ce mode-là, puis ce matin, je vous présente ce titre-là, Agir en prévention plutôt qu'en réaction dans ma salle de classe. Lorsque Louis m'a approché pour m'inviter à cette série de conférences, j'ai dit, j'avais le goût de parler de ça parce que depuis 8 ans, et surtout depuis la pandémie et le retour à une quasi-normalité, je vais le dire comme ça, il y a cette inquiétude-là de perte d'apprentissage chez les élèves, de vouloir répondre rapidement aux besoins de nos élèves, et c'est louable. Mais c'est aussi parfois une pression intenable. Et donc, ce matin, je vous invite à peut-être prendre un pas de recul sur toute cette effervescence autour de réduire les écarts tout de suite chez les élèves et de répondre rapidement aux besoins des élèves et de se rappeler que qu'en salle de classe, il y a un élément de prévention qu'il faut mettre en place. Et donc, je vous propose quelques cibles ce matin. On va encadrer cette conversation-là
à partir de 4 cibles importantes d'apprentissage pour la rencontre d'aujourd'hui. D'abord, définir ce que veut dire des attentes élevées pour tous les élèves. On veut que tous les élèves réussissent et on a souvent plusieurs formulations autour de ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des attentes élevées pour tous les élèves? Puis la deuxième cible ce matin, ça va être comprendre l'importance de répondre à 4 questions essentielles. 4 questions que je vais vous proposer ce matin qui existent maintenant dans l'environnement pédagogique, là, dans la littérature pédagogique depuis 45 ans. Les premiers travaux en 82, 83, ces 4 questions-là, je vais vous les donner au fur et à mesure de la conférence ce matin. Puis à la fin, je donne un petit test, si vous vous rappelez. Si vous vous rappelez d'une seule chose, ce sera ces 4 questions-là qui nous aident à créer un milieu sécuritaire et ordonné dans ma salle de classe, qui, soit dit en passant, c'est une des caractéristiques, un des corrélats des écoles efficaces. En fait, c'est un des premiers corrélats. La notion de milieu sécuritaire et ordonné, et souvent on fait référence à la notion de comportement, et avec raison. Mais j'ajouterais ceci, un milieu sécuritaire et ordonné pédagogique. Et c'est là la notion de prévention. Tant au niveau comportemental, quand on agit en prévention, on règle bien des problèmes, mais quand on agit en prévention au niveau pédagogique, c'est la même chose. Et donc, ça nous amène à la troisième cible, qui est de reconnaître l'importance de développer des cibles d'apprentissage viables et garanties. Et la deuxième partie, de les partager avec les élèves. Vous avez déjà entendu ça, là? Quand vous faites de la planification, quand vous étiez à la formation initiale, quand vous êtes conseiller pédagogique, quand vous travaillez avec des enseignants et des enseignantes, quand je suis enseignant dans ma salle de classe, la première chose qu'on se rappelle, mais souvent qu'on passe rapidement dessus, c'est l'intention pédagogique. On peut, à travers la série d'activités qui est présentée par le San Franco cet été, on a une série de suggestions, de stratégies pédagogiques qui sont louables et importantes, là. Mais elles doivent s'inscrire d'abord dans une notion préalable qui est quoi? L'intention pédagogique. Je peux essayer toutes sortes de choses dans ma salle de classe, mais si ce n'est pas lié à une intention pédagogique de départ, on va s'essouffler. C'est des coups d'épée dans l'eau. Et donc, je suis en train de vous présenter, en fait, en quelque peu, cette première question-là, mais j'hésite pour l'instant, je vais vous la donner tantôt. Parce que finalement, la dernière cible, et on va finir l'avant-midi avec ça, c'est d'élaborer un contrat pédagogique avec les élèves leur permettant de se responsabiliser face à leurs apprentissages. Et on va aborder rapidement, succinctement, j'en conviens, il faudrait prendre 6 jours, en fait. Peut-être même une vie pour traiter de cette notion d'évaluation au service de l'apprentissage. L'évaluation en cours d'apprentissage. C'est dans notre paysage. Encore une fois, la recherche est un peu plus claire là-dessus. Ça suggère, voire ça promet en fait de doubler, voire presque tripler, accélérer l'apprentissage de l'élève quand l'élève est impliqué dans sa propre évaluation de ses objectifs d'apprentissage, de ses cibles d'apprentissage. Alors voilà les cibles que je vous propose ce matin. On va encadrer notre conversation autour de ça. Des attentes élevées, un milieu sécuritaire à 4 questions pédagogiques, des cibles d'apprentissage avec les élèves qui nous amènent à un contrat pédagogique où l'élève est partenaire avec l'enseignant, l'enseignante dans son apprentissage. Puis, je vous dirais que c'est on ne peut plus nécessaire à ce temps-ci, pour plusieurs raisons, mais je vais vous en suggérer une. De plus en plus, pénurie de main-d'œuvre au niveau de notre secteur également, n'est-ce pas? On va marquer de plus en plus d'enseignants non qualifiés qui viennent nous aider et qui viennent lever la main pour nous aider dans notre travail, mais minimalement, ces gens-là ont besoin aussi d'un certain référentiel pour leur permettre que la salle de classe, ça se passe bien. Ça se passe bien en prévention. Mais ce matin, j'ouvre la discussion avec une petite conversation avec vous autres, puis je vais vous inviter à partager vos réflexions dans le clavardage. Alors, je dirais ceci. C'est quoi l'indicateur qui devrait nous préoccuper dans notre salle de classe? En premier. Comment je définirais une salle de classe efficace? Bon, ce sont tous des indicateurs importants, là, j'en conviens. Là. Probablement, comme enseignant, on traite des 4 sur une base régulière. La réussite scolaire, académique, les résultats scolaires.
L'attitude des élèves. Hein? L'attitude des élèves, si l'attitude des élèves est positive, sont là, ils sont motivés, sont engagés dans leur apprentissage, et j'ai une bonne salle de classe. Comportement des élèves. Le comportement, il est adéquat, les élèves sont ponctuels, ils sont respectueux. Bon, ça aussi, ça peut être un indicateur important, n'est-ce pas? Puis le taux d'absentéisme. Je sortais tous les matins, vous faites quoi? Vous prenez les présences. Alors, le taux d'absentéisme qui est aussi un facteur important. Mais là, je vous invite à devoir, vous devez en choisir qu'un seul. Un seul sur lequel vous allez mettre les énergies en grande quantité. La majorité de votre temps, de vos énergies, devrait être dédiée à quoi? À améliorer la réussite académique, scolaire, l'attitude, le comportement ou le taux d'absentéisme. J'en conviens, là. Ils sont tous importants. Mais si j'avais à privilégier un de ces quatre, parce que j'ai pas autant de temps à me disperser partout, et donc je veux avoir un focus. Je veux dire, OK, la majorité de mon temps devrait être dédié à quoi? Et là, je lis tranquillement. Merci de votre partage. Oui, ça déclare une grande famille. La réussite scolaire, pardon, le plus important. Comportement, suivi de très près de l'attitude. Intéressant. Attitude. Créer une communauté d'apprenants, oui. Ça reflète un peu, je vous dirais, je vous lis ce matin, là, et c'est la tendance, après 8 ans aussi, quand je parle à des pédagogues dans des salles, souvent attitude revient. Puis oui, attitude, c'est sûr. On veut que l'élève soit motivé, engagé, qu'il soit bien dans la salle de classe. C'est certain. J'ai pas mal tout le monde, hein, je pense. Ouais. J'ai une variété, mais attitude semble revenir le plus souvent. Accueil, échange. Ah, Charlotte, OK. Par l'organisation d'un travail qui a du sens, en vue d'une forme de réussite scolaire, l'attitude, le comportement et l'assiduité devraient suivre. OK. Eh bien, Charlotte, si tu me permets, je vais reprendre ces propos-là. En 1968, on a commencé à faire des recherches qui deviendraient éventuellement la recherche portant sur les écoles efficaces, qui ont été débutées par Ron Lizotte et Lawrence Lizotte et Ron Edmonds aux États-Unis. Puis leur principe premier était le suivant. C'est qu'ils sont tous importants, ces leviers-là. Ces leviers-là sont. En fait, il faut travailler ces 4 leviers. Mais il y en a un dont les 3 autres en sont tributaires. Et c'est là où je veux vous amener ce matin. En fait, c'est sûr qu'il faut se préoccuper des 4 et que ça a une incidence sur l'apprentissage. Mais il y en a un, si un élève, il n'apprend pas, qu'est-ce qui va arriver? Si le rendement scolaire, ses apprentissages ne sont pas au rendez-vous, et devinez quoi? Ça va être extrêmement difficile pour l'élève de quoi? D'être capable d'apprendre. Et donc, quand un élève n'apprend pas, il aura tendance à quoi? À se démarquer autrement. Et donc, le fondement premier sur les écoles efficaces, c'est la suivante. Quand les élèves connaissent de meilleurs résultats d'apprentissage académiques, en lecture, en écriture, en mathématiques, en sciences, dans tous les domaines, en art, en éducation physique, eh bien, les élèves ont une attitude plus positive à l'égard de l'école. Ça semble d'une évidence, là. Hein? Où l'assiduité des élèves s'améliore, où le comportement des élèves s'améliore. Et donc, c'est pas ce que j'observe dans certaines salles de classe. L'enseignant passe beaucoup de temps à gérer le comportement, hein, à gérer l'attitude des élèves, à les motiver à être le présentateur père en avant de la classe, puis les motiver. Et mais si l'élève n'est pas en train d'apprendre, c'est des efforts importants pour un retour qui n'est pas nécessairement aussi important qu'on souhaiterait. Et donc, ce matin, je vous invite à considérer ce premier paradigme-là. Que si je peux créer un environnement dans ma salle de classe où les élèves sont en train d'apprendre, la motivation sera au rendez-vous, le comportement va s'améliorer et le goût de venir à l'école
sera là également. Bon, c'est pas la panacée, là. C'est pas la potion magique pour tout le restant. Il faut travailler les quatre. Mais un temps considérable devrait être dédié à s'assurer que ces élèves-là, académiquement, sont mis au défi. Hein, sont mis au défi devant des apprentissages importants. Et donc, c'est ma première cible ce matin, des attentes élevées pour tous les élèves. Et qu'est-ce que ça veut dire, des attentes élevées? Souvent, j'entends la phrase suivante, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. On va développer le plein potentiel de chaque élève. Avez-vous déjà entendu cette phrase-là? Bien, le plein potentiel de chaque élève, je ne sais pas comment on définit ça. Et comment, moi, comme enseignant, je sais oui ou non, c'est quoi le potentiel de l'élève qui est devant moi? En fait, comment l'élève sait c'est quoi son potentiel? Et donc, au-delà du potentiel, il y a une attente élevée que nous souhaitons que tous les élèves atteignent, maîtrisent des apprentissages significatifs qui vont leur permettre de poursuivre leur carrière d'apprenant ou d'apprenante. Donc, la première prémisse ce matin que je vous invite à considérer, c'est que je dois créer un environnement où le rendement scolaire est valorisé, il y a une promotion importante là-dessus et que les jeunes en soient conscients. Et bonne nouvelle en passant, on n'a pas répertorié de décès d'élèves en salle de classe suite à des attentes élevées présentées là, en classe. Jamais. Et les attentes élevées servent justement à faire en sorte qu'on a une barre commune. En fait, il y a trois grandes idées dans la conception des écoles efficaces. Puis la première idée directrice, c'est de s'assurer que tous les élèves aient de hauts niveaux de rendement scolaire. S'assurer que les élèves aient de hauts niveaux de rendement scolaire. Et donc, il faut la définir. Je vous propose maintenant la première question de 4. La première question de 4 est la suivante. Oups, pardon, je retourne à mes cibles. La première question de 4 est la suivante. Que voulons-nous que nos élèves apprennent? Si on veut mettre l'accent, le focus, nos énergies sur les apprentissages, il faut les définir d'emblée. Et donc, qu'est-ce qu'on veut que nos élèves sachent? Qu'est-ce qu'on veut que nos élèves fassent? Qu'est-ce qu'on veut que nos élèves comprennent? Si je peux passer un peu de temps en début d'apprentissage, à clarifier ces éléments-là, je vous assure que le restant va être un peu plus évident. Un peu plus. Et donc, clarifier cette intention pédagogique par cette première question-là. Qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent? En passant, si on regarde le programme, c'est pas tout à fait évident. On lit le programme. Puis dans toutes les provinces, j'ai eu l'occasion je ne sais pas si c'est l'occasion ou le défi de lire les curriculums de chaque province, mais c'est écrit dans un langage qui est parfois, je vais le dire comme ceci, qui laisse à interprétation. Et donc, la clarté sur cette première question-là nous amène dans un mode de prévention. Et quand je pense à ça, ça veut dire pour tous les élèves, et ça, je reviens à Buffett et Mathis dans Simplifying Response to Intervention qui parle de cette réponse. Vous avez entendu ces termes-là, hein, la réponse à l'intervention. Buffett et Mathis nous suggère ceci. C'est quoi la définition de tous les élèves? Tout inclut chaque apprenant qui sera appelé à devenir un adulte financièrement indépendant. Le mot inclusion arrive. Flotte, là, nous amène à considérer puis en Ontario, on commence à être pas mal bon là-dessus. Là. Malgré qu'il y a des défis importants, ben, il y a un principe de base que l'on veut que la majorité de nos élèves qui seront appelés à devenir des adultes financièrement indépendants aient les mêmes attentes. Dans la vraie vie, c'est les mêmes attentes. Et donc, avoir des attentes similaires, il faut les décrire, il faut les définir dans un premier temps. Et donc, tous, c'est la majorité. En fait, je vous dirais, si on se donnait une mesure de pourcentage, on parle de 90-92% de nos élèves. On a 5 à 7 de nos élèves qui manifestement n'auront pas cette réalité. Et pour eux et elles, on leur offre un programme différent. Un programme qui sont des compétences de base hein, pour qu'ils puissent minimalement s'intégrer
dans la société à l'âge adulte. Mais pour 92 à 95 de nos élèves, dans une école efficace, on leur présente les mêmes attentes. Parce qu'on va regarder la prévention. Hein. Vous avez déjà vu cette pyramide, je l'ai mis là dans sa plus simple expression. Il y a 3 paliers importants. D'abord, la prévention, l'enseignement universel efficace. C'est ce qui se passe dans ma salle de classe comme enseignant au quotidien. En prévention, la première question devient fondamentale. Qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent? Si je n'ai pas de clarté sur cette première question-là, je vais travailler extrêmement fort en palier 1 avec les résultats que l'on connaît depuis un certain temps dans ce milieu-là, et où on a de la difficulté à amener la majorité de nos élèves à maîtriser des attentes élevées parce qu'on c'est pas clair. En fait, dans ce palier 1-là, on devrait dédier la majorité de notre temps. Vous voyez en haut à droite, il y a un petit triangle là, avec l'espace-temps. Là. Le 1, là, il est énorme par rapport aux autres. En fait, en prévention, j'ai 20 élèves dans ma classe. Je devrais être capable d'amener 16, 15, 16, 17 élèves à maîtriser ces attentes élevées-là. On parle de 80-85 de nos élèves en prévention. Ensuite, vous avez remarqué un deuxième palier, hein, ça s'appelle intervention, temps et stratégie. Et ça, c'est pas dans ma salle de classe. Ça, là, c'est dans des moments différents où les élèves sont appelés à travailler certains apprentissages précis qui ont été présentés en prévention. Un autre 5 à 10 de nos élèves là. Et ensuite, on devrait avoir 4, 5, 6 de nos élèves qui bénéficieraient d'un soutien spécialisé en rééducation. Maintenant, je n'irai pas dans les détails, ce n'est pas l'objet de notre conférence ce matin, mais je voulais vous situer tout de même dans ces paliers, le palier 1, qui est toute la notion de prévention de l'enseignement universel efficace. Un enseignement universel efficace qui amène, encore une fois, la possibilité de prévoir une réussite chez les élèves de 80 à 85 de nos élèves qui maîtrisent ces attentes élevées. Maintenant, c'est une pression énorme que je mets sur un enseignant quand je le nomme de cette façon-là. Évidemment, ce qui facilite ici le travail, c'est que l'on peut se faire en équipe. Encore une fois, pas le sujet de la conversation ce matin, de notre conférence, mais fondamentalement, en prévention, si je passe avec des collègues enseignants pour répondre à ces questions-là, c'est encore un défi plus important. Et Hattie nous le rappelle, 2 mai dernier, dans le cadre de ces événements ici, nous rappelait Visible Learning de SQL, dans lequel il rappelle ceci, la notion d'efficacité collective, des enseignants assis ensemble à réfléchir à ces questions-là, à ces 4 questions-là, dont la première, hein, qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent? Et donc, les voilà les 4 questions. Puis aujourd'hui, on va traiter des 2 premières parce que les 2 dernières, il y a beaucoup d'autres ateliers avec des gens beaucoup plus savants que moi pour vous suggérer les stratégies. Mais quand on va considérer ces stratégies-là, assurons-nous que nous avons répondu aux 2 premières questions. Que voulons-nous que nos élèves apprennent? Et je vous présente la deuxième. Comment le saurons-nous? La question d'évaluation. La question d'évaluation qui permet à un enseignant, une enseignante et à l'élève de se situer par rapport à une attente élevée. Et donner une note à un élève, ce n'est pas une façon de se situer. Donc, vous aurez compris que la meilleure façon de situer un élève, c'est avec une approche critériée, hein, avec des critères d'évaluation, avec quelque chose que l'élève comprend et qu'il peut voir clairement comme attente. Et les questions 3 et 4, qu'est-ce qu'on va faire avec les élèves qui n'ont pas appris? Qu'est-ce qu'on va faire avec les élèves qui ont appris, qui est tout le cycle de régulation continue durant la session, durant l'apprentissage, pour être capable de s'ajuster en cours de route avec nos stratégies. Mais qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent et comment le saurons-nous sont les 2 premières questions fondamentales qu'avant même ma présence en salle de classe devrait être traitée.
Et donc, si j'avais un conseil à donner à un enseignant non qualifié, là, un enseignant qui, qui, qui lève la main et qui est prêt à venir donner un coup de main à l'école, première chose, c'est que je vais l'asseoir avec des collègues, préférablement, sortir le programme, puis commencer à réfléchir à cette première question-là. Qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent pour les prochaines semaines? Pour les 5, 6 premières semaines de la rentrée scolaire? Qu'est-ce qu'on voudrait que nos élèves maîtrisent au 3 novembre? Parce que voilà le défi que nous avons. Sans quoi, nous sommes appelés comme enseignants, pardon, nous sommes appelés en enseignants à prendre acte d'où sont nos élèves. Et ça, c'est le plus grand défi que nous avons. Quand un enseignant, puis je vais revenir à la prévention ici. Et là, c'est vraiment important de se rappeler ceci. Quand un enseignant accueille ses élèves en début d'année, hein, on accueille nos élèves et puis c'est la fébrilité de la rentrée scolaire, tout le restant. Et là, on commence à vouloir peut-être savoir où sont nos élèves. Et c'est un réflexe normal. Où sont nos élèves? Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et là, on tombe presque automatiquement ou rapidement dans de l'intervention de palier 2 dans un contexte de palier 1 d'enseignement universel efficace. Je dis quelque chose de gros ici. Bien, en fait, je ne veux même pas savoir où sont mes élèves quand je les accueille dans un premier temps. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est quand on fait des pré-tests, profils de classe, des diagnostics, vous avez déjà entendu ces termes-là, on a tendance ensuite à dire ouf, avez-vous déjà entendu cette phrase? Oh, j'ai un groupe faible. Oh, il est fort ce groupe-là. Oh, ils ont de la difficulté. Et là, je suis tout de suite en train de faire des interventions qui m'amènent à devoir, ben, le terme, là, on le connaît, hein, le terme différencier parmi nos élèves. Avez-vous déjà vu une cohorte d'élèves qui vous est arrivée en début d'année, vous dites, sont tous au même niveau? Hein? Vous allez dire, hey, c'est le fun, j'ai 24 élèves, sont tous au même niveau cette année, c'est le fun, on commence bien. J'ai jamais eu ça en 10 ans en classe de classe comme enseignant. J'ai jamais eu ça. Les élèves étaient partout. En fait, il y avait des élèves ici, il y avait des élèves ici, il y avait des élèves ici, il y avait des élèves ici. Puis parfois, il y avait des élèves, je suis en bas ici, là, mais il était en bas ici, là. Là, je disais, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? C'est un groupe faible. En fait, mon collègue me l'a dit quand je suis arrivé au mois d'août, qu'il y avait ce groupe-là l'année passée, François, tantôt pas cette année, là, dans trop, c'est un groupe faible, tu sais, ajuste, ouais. Je me suis ajusté. C'est une faute professionnelle, c'est un défi, c'est tout à fait normal. Si un collègue me dit que c'est un groupe, puis on les connaît, les histoires dans le salon du personnel, là. On les connaît. Hein? Oh, tu as ce groupe-là en troisième année, toi. Oh my God, moi je les avais eus en deuxième année, tu aurais dû les. Oh, non. Ou bien le contraire aussi. Ah, j'étais assez chanceuse en passé, j'avais le groupe le plus fort de l'école. Et ça joue sur la tête d'un enseignant, veut pas. On n'est pas immunisé à ça, on n'est pas. C'est extrêmement difficile. Donc, se prémunir de ça, c'est quoi? C'est est-ce que je peux juste mettre ça de côté pour l'instant? Je ne veux même pas savoir où ils sont, mais je dois clairement savoir où ils doivent quoi? Se rendre. Se rendre. Et ça, je vous dirais que c'est le plus grand défi qu'on a depuis la pandémie. On a entendu toutes ces histoires. Ah, hey, pendant la pandémie, il y a eu une perte d'apprentissage épouvantable. Les élèves sont comme si. Tu nous rappelait le 2 mai, Louis, tu y étais. Qu'est-ce qu'il nous a mentionné là-dessus? Pédagogiquement, c'était pas ça le défi. Il y a eu une perte d'apprentissage, mais pas un pourcentage minimum d'élèves qui, de toute façon, on le savait parce que, bon, ça a été difficile à la maison, puis tout le contexte familial, parental, évidemment, était dans une situation plus difficile, plus précaire. Mais pour la majorité des élèves, il n'y a pas eu une perte d'apprentissage significative. Mais je vais vous dire, là où il y a, il y a eu des défis, c'est au niveau social, au niveau des interactions sociales, de vivre et ça devient ça devient un enjeu. Je l'entends, les enseignants, là. Les comportements sont difficiles, au niveau social, c'est pas évident, les interactions. Donc, oui, ça a été un défi. Mais académiquement, si on commence à baisser nos attentes, bien, devinez quoi?
en prévention, là, en enseignement universel efficace, si déjà on baisse nos attentes, bien, les élèves vont se rendre nous au mieux à l'attente qu'on leur présente. Tu sais, si mon attente devait être là, je fais un diagnostic, je vois mon groupe, le prof l'année passée m'a dit qu'il était faible. Hey, ben là, je ne peux pas leur montrer ça. Je leur montre cette attente-là, ça va être trop ambitieux, trop important, donc je vais y aller ici. Ben, au meilleur, au mieux, ils vont finir où? À l'attente que je leur propose. Et ça, c'est fondamental en prévention. En prévention, en fait, c'est ça. Puis j'avais proposé à Louis comme titre de travail, gérer un troupeau de chats. Tu sais. Gérer un troupeau de chats, c'est presque impossible. Hein? On est partout, ça va partout. Et entrer avec cette perception-là de départ en août ou en septembre, je vous assure qu'au mois d'octobre, vous allez avoir la langue à terre. Moi, je l'avais comme enseignant. Moi, je me souviens, j'avais une classe au secondaire, 44 élèves dans ma salle de classe en 12e année. Pensez-vous vraiment que je pouvais répondre aux besoins individuels de ces 44 élèves-là? J'ai essayé. J'ai essayé. Je n'étais pas très efficace. Et donc, un pas de recul nous amène à ceci, ces 4 questions-là. Et cette idée d'un curriculum viable et garanti. Et ça vient des travaux de Marzano. Pour moi qui l'ai inventé, j'aurais aimé ça, mais non, pas du tout. Robert Marzano, The Art and Science of Teaching. Je me rappelle ceci, je n'ai pas mis la référence, j'aurais dû la mettre en bouche, désolé. Je pourrais vous l'envoyer par la suite si vous voulez. Viable, ça veut dire qu'on a assez de temps pour l'enseigner. En 2008-2009, on avait fait une étude en Ontario sur tous les curriculums de l'Ontario, de la maternelle à la 12e année. Et certains suggéraient que si les élèves devaient maîtriser tout ce qu'il y avait dans le programme, il faudrait qu'ils soient à l'école jusqu'à l'âge de 27-28 ans, juste en termes de temps là, passé à apprendre. Et donc, on sait que ce n'est pas viable. Et en fait, je vous dirais ceci, tous les programmes, tous les curriculums de la Colombie-Britannique jusqu'à l'île du Prince-Édouard, ils sont tous un petit peu ambitieux. Et donc, de se donner cette ambition-là de couvrir le programme, eh bien, ça nous amène dans une course folle où certains élèves vont réussir et plusieurs ne réussiront pas. Et comme enseignant, je vous assure que vous allez être essoufflé. Et donc, choisir les gros morceaux, c'est un concept maintenant qui existe. Puis, encore une fois, pour aller plus loin dans cette réflexion-là, je vous invite à considérer les travaux de Marzano, qui est un des premiers auteurs à parler de ce concept-là. Hattie le reprend également dans Visible Learning, the Sequel, la notion d'avoir des attentes élevées, choisies, des grosses roches. En fait, on prend souvent l'expression, je ne sais pas s'il y en a qui ont construit l'analogie, pardon, qui ont construit des clôtures cet été. Mais quand on construit une clôture, c'est quoi la première chose qu'on fait? On installe les 4x4 ou les 6x6 dans du solide, dans du ciment pour que ça ne bouge pas. Eh bien, c'est ça un curriculum viable. On ajoutera un panneau après, mais les poteaux doivent être ancrés solidement d'année en année pour que l'on puisse s'assurer qu'il y a une pérennité aux apprentissages. Et garantie, ça veut dire ceci. Et c'est là où est-ce que on a une chance de s'en sauver de pénurie de main-d'œuvre dans notre secteur, pénurie de professionnels. C'est que les élèves ont accès aux mêmes apprentissages, quel que soit leur enseignant. Et c'est là la variabilité qui est dangereuse dans une école. En fait, quand on parle de variabilité, ça veut dire qu'un enseignant décide de passer beaucoup de temps sur certains apprentissages et laisse de côté certains apprentissages. On le fait tous en passant. Hein? Parce que l'année a tant de temps. Puis, j'ai jamais vu un enseignant dire au mois de janvier, ah, ben, ça va bien cette année. Mon programme a été vu et les élèves l'ont appris. Et là, je vais aller explorer d'autres apprentissages. L'un des principaux facteurs de réussite dans ma salle de classe et dans une école, c'est de partager une compréhension commune de la notion de progression d'année en année. Et qu'on aime ça ou on n'aime pas ça, enseigner, c'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe. Ce que mon collègue a fait l'année passée, là, ben, je vais en profiter cette année. Et là, profiter au sens large. Hein? Et ce que je vais faire avec les élèves cette année aura un impact aussi l'an prochain. Qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça,
c'est ainsi. Donc, enseigner, c'est un sport d'équipe. Et donc, si je pouvais même, comme enseignant, m'asseoir avec mes collègues et dire, OK, ça, en troisième année, il faut que les élèves maîtrisent ça quand ils arrivent en quatrième. Moi, je vous souhaite ça. Je sais que c'est pas le contenu de notre conférence ce matin, mais c'est sous-jacent à toute cette démarche. C'est que vous soyez dans une école où il y a des moments arrêtés entre enseignants pour répondre à cette première question-là. Et ça va nous prémunir contre bien des oscillations du pendule et des préparations de groupe. On veut stabiliser les opérations en palier 1. Donc, viable et garanti. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, c'est ce principe-là de ce curriculum viable et garanti. Souvent, les gens sont choqués. Ils disent, François, pourquoi tu dis ça? Tu vas contre la loi. Tout est obligatoire dans le programme. Ben, je dis, oui, peut-être, mais on peut-tu mettre obligatoire plus, puis obligatoire peut-être à côté? Parce que sans quoi, on n'y arrivera pas. Et couvrir un programme à 1 centimètre d'épais, 1 kilomètre de large, ben, ça n'assure pas une pérennité des apprentissages. Et l'enseignant, l'année d'ensuite, dit, hein, vous avez déjà fait ça, je pense que vous l'avez même peut-être vécu. Vous vous souvenez, l'année passée, on a vu ça, puis les élèves vous regardent comme un chevreuil sur l'autoroute à 2 heures du matin devant un 18 loups. Le focus dans ma salle de classe, c'est ça. Définir clairement les cibles d'apprentissage essentielles des élèves. Offrir un enseignement de base efficace au niveau 1. Et ça, les stratégies, là, j'ai jamais vu un enseignant dire, tu sais, je vais essayer des stratégies qui sont pas bonnes, puis en début d'année, mais moins bonnes, puis vers Noël, je vais sortir mes meilleures stratégies, puis je vais finir mon année avec mes meilleures stratégies. J'ai jamais vu un enseignant agir de cette façon. En fait, l'enseignant l'enseigne le mieux qu'il peut la première fois. Et s'il voit que les élèves apprennent, tant mieux, c'est une excellente stratégie. S'il voit que les élèves n'apprennent pas les cibles, eh bien là, il faut évaluer l'apprentissage des élèves et l'efficacité de l'enseignement. Et là, je change ma stratégie. Je vais voir mes collègues. Cette culture de collaboration-là. Mon accent, d'abord et avant tout, c'est pas sur la stratégie comme telle, mais c'est beaucoup plus sur qu'est-ce qu'on veut qu'ils apprennent. Et là, on peut évaluer l'efficacité d'une stratégie. Et là, les stratégies sont multiples. Là. Sont nombreuses, les stratégies-là. On verra. Est-ce que cette stratégie-là fonctionne? Non. Mes élèves n'apprennent pas. OK, qu'est-ce que je peux faire différemment? Hein? Et donc, on doit proposer à nos élèves des cibles ambitieuses et leur montrer le chemin pour y arriver. Et donc, le travail, avant de commencer mon année, c'est si j'avais à écrire des cibles d'apprentissage que je vais présenter à mes élèves, bien, une des formulations que l'on a tendance à utiliser, c'est là, je peux. Je peux compter par bond de 2 jusqu'à 100. Je peux fusionner les lettres suivantes pour faire les sons suivants. Je peux utiliser la formule algébrique suivante pour calculer un problème qui est devant moi. Je peux choisir le bon procédé dans cette démarche. Je peux. Voyez-vous, les je peux servent à définir des cibles d'apprentissage. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui se servent. Je sais, il y en a plusieurs là, que je côtoie là, ici et là, par le fait que je travaille dans plusieurs écoles. Là, il y en a qui sont rendus là hein, à des cibles d'apprentissage qui sont formulées sous forme de je peux. Et là, je vous invite à une petite réflexion, là. Rapidement. Là. Si vous aviez à penser à votre début d'année scolaire dans une matière quelconque, vous voulez que les élèves apprennent quelque chose dans le niveau scolaire où vous allez être. Ou si vous n'êtes pas en salle de classe l'an prochain, rappelez-vous quand vous étiez en salle de classe. Si j'avais à formuler une cible en mathématiques, en français, ça pourrait avoir l'air de quoi? Je sais, là, je vous amène à de la planification ce matin, là, sans nécessairement avoir les préalables, mais je vous invite à en partager une dans le chat ce matin. Je vous laisse quelques minutes. Vous saviez comme ça, là.
à penser à brûle pour point. Une cible d'apprentissage, commençant par je peux. Excellent, Hélène. Exactement. Oui. Oui. Intéressant, Anne-Marie, j'aime la cible. J'aime la cible. C'est intéressant parce que c'est une préoccupation qu'on a, parce que effectivement, mais j'amènerais ceci. Oui, je suis. Oui, OK. Oui, OK. Oui. Oui. Et je la formule comme si l'élève allait la nommer, la lire, n'est-ce pas? Comme si l'élève devait se l'approprier. Oui. Oui, exact, exact. Oui. Excellent, Geneviève. Tout contexte confondu, hein, c'est intéressant ça. Autant des élèves en difficulté, autant en formation professionnelle, possiblement ici, éducatrice en enfance en difficulté, jusqu'à l'éducation physique, dans tous les domaines, tant et aussi longtemps qu'on veut établir un contrat pédagogique avec nos élèves. Ah, Bonnie, j'aime ça. Tu viens d'ajouter quelque chose à ta cible, hein? La notion de performance, hein? De façon autonome, qui serait l'attente ultime dans une grille, par exemple. Hey, vous êtes hot ce matin? Pour moi, il y en a qui sont en train de se préparer pour la rentrée scolaire déjà. Ouais. Jules, évidemment pour les élèves, là, hein, parce qu'on parle ça peut être une communauté d'apprenants d'élèves, puis, mais ça peut être une cible pour les adultes aussi, là, mais je la lisais comme une cible pour les élèves, mais pour être autant une cible pour les adultes également dans une équipe. Alors, la clarté précède la compétence quand on parle de cible d'apprentissage. Merci pour les exemples ce matin. Vous êtes hot. Je savais que j'en aurais. J'ai pris le risque et j'en suis bien content de voir qu'effectivement, vous avez ce concept-là des cibles. Et je vous invite oui, merci, Jules, effectivement. Oui, pour les élèves, exactement. Et donc, c'est la clarté, hein. Puis, je vous invite à porter une attention au verbe qui suit le peu. Je peux expliquer, représenter, élaborer, appliquer, utiliser, faire. Ce sont des verbes qui amènent l'élève à quoi? À de la mise en application puis du raisonnement. Tracer, rejoindre. OK, ouais, OK. Là, ici, Anne-Marie, c'était plus pour l'adulte, hein? Mais pas l'élève, mais je reviendrai là-dessus, Anne-Marie, parce que oui, c'est une cible, je dirais, comme enseignant, comme pédagogue. Mais moi, je cherche des cibles qu'on va présenter aux élèves, même des élèves euh, en difficulté, là, en fait. Là. Et donc, je reviens sur cette notion-là de clarté. La clarté qui précède la compétence. La clarté qui précède la compétence, autant pour l'enseignant, autant pour l'élève en salle de classe. Parce que, en fait, ce qui nous arrive parfois, c'est que quand on va naviguer à l'aveugle, si on n'a pas cette notion-là de prendre un temps délibéré à préciser les apprentissages auprès des élèves, eh bien, on navigue à l'aveugle. On a des élèves, on a des routes, on a le 28 octobre. Le 28 octobre, on va donner une note parce qu'il y a un test sommatif. Hein? Et puis, on a nos élèves en salle de classe, il y en a qui ont beaucoup de difficultés, ils sont sans dessous ici. On a d'autres qui sont pas si mal, on est plus ou moins là. Geneviève, je m'arrête là parce que je lisais les commentaires, effectivement. Geneviève,
la taxonomie de Bloom nous amène tout à fait à devoir à nous donner une échelle, hein, une échelle des apprentissages qu'on cherche chez nos élèves. Et ouais, c'est parfois dans certains milieux, c'est pas sexy, hein, c'est 20e siècle. Mais Benjamin Bloom nous a emmené tellement d'outils intéressants à considérer quand on est en train de formuler ces je peux-là. J'étais avec une équipe au mois de mai dernier, puis on était en train de travailler des je peux au secondaire. On avait 12 je peux pour la session qui s'en venait, puis la majorité des je peux, c'était je peux identifier ou nommer. Et donc, c'était des éléments de connaissance. Oui, ça prend des connaissances, mais je proposais à l'équipe, je disais, si on va axer notre enseignement uniquement sur des connaissances et qu'on ne leur demande pas d'en faire une mise en application ou d'en développer une compréhension, le risque que ça demeure, ces apprentissages-là, est grand. Que ces apprentissages-là ne soient pas pérants. Et donc, oui, tout à fait, on utilise, merci pour la référence. Et donc, naviguer à l'aveugle, ça nous amène à considérer plutôt des activités. Donc, les élèves sont appelés à faire une activité dans un cahier, dans une suggestion de l'enseignant. On fait une première activité, ensuite on passe à la deuxième activité, ou deuxième chapitre, deuxième étape. On fait une autre activité par la suite. Semaine ensuite, on fait une autre activité. Et on passe d'activité en activité où on se rend compte qu'on arrive au 28 octobre à l'autopsie. L'autopsie étant l'évaluation sommative. Tu sais. On donne une note, puis ensuite on passe à l'autre chapitre. Et donc, quand on fait ce genre de travail-là, ben, c'est sûr qu'il y a des élèves qui vont réussir. Il y en a qui sont encore sur la première activité, n'ont pas eu la chance de terminer. Et donc, moi, ce qu'on suggère, en fait, c'est plutôt ce genre de schéma. La première étape est en haut ici, hein? Montre-moi la destination. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce que finalement, à la fin de ces 3, 4, 5, 6 semaines-là, qu'est-ce que je vais devoir apprendre? Qu'est-ce que je vais devoir connaître, faire et comprendre? Ça, c'est la première étape. En fait, la première semaine, les premières 2 semaines devraient servir à installer avec l'élève la destination. Où est-ce qu'on s'en va? Et ensuite, baliser la route. Hein, mettre des points d'ancrage le long pour préciser le chemin pour s'y rendre. Et le chemin, c'est quoi? Ce sont les je peux. Vous en avez donné des exemples ce matin. Je peux, je peux, je peux, qui nous amènent à développer. Excellent, Hélène. Oui, de présenter ces cartes-là et que les élèves aient accès à ces cartes-là, n'est-ce pas? Vous demandez à l'élève qu'est-ce que tu es en train d'apprendre pour nommer je peux. Hélène, tu vois, je suis curieux parce que tu t'en sers dans ta salle de classe, donc tu vois la rétroaction que tu reçois ou l'impact que ça a auprès des élèves. Est-ce que tu remarques une différence quand l'élève, puis là je te mets sur la sellette là, en te posant la question, mais est-ce que tu remarques que l'élève est davantage impliqué, davantage conscient de ses apprentissages, investi, motivé? Ben, Intéressant. ça permet à mes élèves, Comment? permet à mes élèves de savoir quoi faire quand ils arrivent à leur centre. Et donc, ça économise du temps aussi pour toi comme enseignante au départ, n'est-ce pas? Exactement. Et l'élève le sait également. Il n'y a pas de surprise, en fait. Et oui, ça peut être des attentes élevées, tout à fait. Mais ces je peux-là servent à l'élève comme chemin vers cette destination-là. Et là, je demande à l'élève de s'auto-évaluer tout le long de ces apprentissages-là. Où es-tu rendu sur ce je peux-là? Voyez-vous encore, j'ai des élèves qui sont partout, là. Il y en a qui vont être près de la destination dès septembre. Il y en a qui vont être ici en bas, là, qui vont avoir des défis énormes. Mais ils voient tous quoi? La même destination. AT le nomme cette stratégie comme étant une stratégie d'accélération,
qui a un impact de presque doubler, en tout cas accélérer l'apprentissage de façon significative. Et ce qu'il dit, c'est ceci, ça bénéficie, savez-vous, à qui surtout? Aux élèves avec de grandes difficultés. Parce que c'est eux et elles qui ont le plus à gagner de cette progression-là que les élèves sont ici. On viendra aux élèves qui sont ici, si vous voulez, avec la question qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui ont appris? Mais demande-moi de m'auto-évaluer après chaque leçon, après chaque fois que je travaille sur un je peux. Parce que là, je vais me donner un défi pour progresser. Hein? Et là, à fin septembre, là, mi-septembre, je vais demander aux élèves où est-ce que vous êtes là, sur cette route-là. Et c'est là où est-ce qu'on va commencer à considérer sa zone proximale. La zone proximale en fonction d'une destination, d'une attente élevée. Voilà la vraie, la prévention telle que je l'ai suggérée ce matin. La prévention, c'est qu'on s'en va tous à la même place. On n'est pas tous au même point de départ, mais nous en allons tous au même endroit. Et au lieu que moi, comme enseignant, je sois appelé à essayer de trouver où se situe chaque élève en début d'année, je vais demander à l'élève où est-ce que toi tu te situes. Et donc, la notion d'auto-évaluation. C'est là où est-ce qu'on commence à développer une relation avec l'élève qui est beaucoup plus soutenante tout au long de son apprentissage. Et la confiance s'installe. Parce que ce n'est pas moi qui dis à l'élève où il est, c'est l'élève qui me fournit cette information-là. Évidemment, il faut que je lui donne des documents, notamment quoi? Il faut que je lui donne de l'information, notamment où est-ce qu'on s'en va. Avec les je peux. Je parlais de Geneviève. Et l'autre chose, c'est une grille critériée. Qu'est-ce que ça a l'air un élève qui est à destination? Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il comprend? Et ensuite, des marches pour s'y rendre. Où est-ce qu'on s'en va? Et donc, vous voyez la courbe en J à droite ici. Là. Avec le temps, la majorité des élèves vont pouvoir quoi? Maîtriser les cibles. Est-ce qu'on va tous se rendre à destination dans le temps prévu? Possiblement que non. Mais je peux vous assurer une chose, tous les élèves auront une idée de leur quoi? De leur progression. Parce qu'on croit que tous les élèves peuvent quoi? Peuvent progresser vers cette destination. En fait, arrêtez nous rappelle en 2009, un aspect essentiel à l'amélioration des écoles, ça consiste à s'assurer que les enseignants connaissent les sites d'apprentissage et les niveaux de réussite pour leurs leçons, savent régulièrement, voire quotidiennement, si tous les élèves les atteignent, et donc que les élèves me fournissent ces informations-là, et ont une idée de ce qu'il faut faire pour amener les élèves à atteindre les cibles. Ça, en fait, on est en prévention. On n'est pas dans un aspect d'intervention, d'essayer de réduire les écarts dans un premier temps. On est en train de fixer la barre. Donc, est-ce qu'on a identifié les connaissances, les habiletés visées pour la fin de l'étape? Est-ce qu'on utilise un langage que l'élève comprend? Un énoncé bref, concis et précis et un verbe observant. Moi, si vous ne le faites pas déjà, je vous invite à considérer l'élaboration de ces cibles. Ce qui nous amène à ensuite faire quoi en début d'année? Les communiquer. Comment je les partage, ces cibles-là, avec mes élèves? Les communiquer oralement au début de la leçon, afficher un mur de classe. Je viens de dire, c'est dans le centre au début. Hein? On l'a dans ce centre-là. Je suis certain dans la salle, il y en a qui le font également de d'autres façons. Puis je vous invite à le partager pour le bénéfice de vos collègues en ligne, à savoir comment je peux le faire, présenter ces cibles-là à mes élèves. Je prends un temps délibéré à le faire. En fait, je demande aux élèves, qu'est-ce qu'on va apprendre? Ça, en soi, est un apprentissage de maîtriser, de s'approprier ces cibles-là. Et ça, encore une fois, hein, ça crée un milieu qui est quoi? Sécuritaire et ordonné. Vous vous souvenez de ma cible en début ce matin. On anime une discussion en groupe classe. Afin d'activer. Qu'est-ce que vous connaissez de ces cibles-là? Est-ce que vous avez déjà vu des cibles similaires? Hein? Tout à fait, Hélène. Le tableau d'ancrage, excellent. Je ne sais pas si tu veux élaborer un petit peu pour ceux et celles qui peut-être connaissent moins ces termes. Le tableau d'ancrage en salle de classe. Je te laisse peut-être si tu vas, sinon, fais juste me dire non, je continue.
Oui, c'est correct. Pour chaque stratégie enseignée, on développe un tableau ensemble par rapport à qu'est-ce qui est attendu de chaque élève. C'est à peu près ça. Si je veux enseigner la stratégie de lecture, une stratégie de lecture, mais on va donner des trucs pour parler comme les enfants, là, puis avec des mots qu'ils comprennent. Est-ce que tu le fais verbalement ou aussi par picto ou par image ou même par libellé, par une phrase? Un petit peu de tout, oui. Le tableau d'ancrage, c'est une feuille que je mets sur mon chevalet, puis on l'affiche après ça sur un mur. Avec Excellent. des dessins, évidemment, parce qu'ils sont en première année, donc tout le monde ne sait pas lire au début d'année. Donc, c'est des mots et des images. Oui, c'est pour ça que je parlais de picto, d'image, effectivement, parce que dépendamment de la clientèle, l'écrit n'est pas nécessairement bénéfique là, pour l'instant, effectivement. Oui. Même que les élèves l'écrivent dans leur cahier, on va demander qu'est-ce qu'on va apprendre, animer une discussion, demander aux élèves de cibler les mots-clés aussi des cibles. Combien de fois on a des bris de compréhension en salle de classe juste par le fait qu'on utilise un terme qui est nouveau pour l'élève, qui était un terme différent de l'année précédente? Hein? Donc, demander aux élèves de cibler les mots-clés des cibles d'apprentissage. Si les élèves comprennent ces mots-là, est-ce que le vocabulaire est accessible aux élèves? Encore une fois, je suis quoi là? En prévention. Et si on passe un temps manifeste en prévention en début d'année là-dessus, ben, ça évite beaucoup d'incompréhension au fur et à mesure et ça donne une clarté aux apprentissages. Est-ce qu'on fait des liens entre les cibles et les activités que nous allons faire? Hein? On se réfère aux résultats, aux cibles tout le long des activités. En fait, il y a même, avec certaines équipes, on va faire un lien délibéré entre la question ou l'activité, puis on met la cible au-dessus de l'activité. Alors, aux élèves, on leur dit, OK, aujourd'hui, on fait cette activité-là parce qu'on travaille la cible suivante. Je peux. Et vérifier la compréhension par l'auto-évaluation, par un questionnement. On va inviter les élèves à remplir un billet de sortie, à écrire dans leur journal de bord. Et c'est des activités que je sais vous connaissez, mais un rappel, ça demeure notre pain, notre base, où l'élève est actif dans son évaluation. Il est capable, encore une fois, puis il y a une devise que vous connaissez probablement, l'évaluation cours d'apprentissage, nous le rappelle, c'est une des stratégies les plus puissantes pour investir l'élève, pour l'engager dans son apprentissage, de se donner une appréciation, voire quotidienne, en ce qui a trait à son progrès dans la maîtrise des cibles. Et là, aujourd'hui, avec la technologie, j'étais dans une classe secondaire avec 32 élèves à la fin de l'année. L'enseignante avait une cible présentée aux élèves, puis elle utilisait le logiciel Plickers, que vous connaissez peut-être, avec des codes numériques. Et les élèves, quand ils travaillaient, ben, je sais qu'il y a plein d'autres logiciels que vous utilisez dans vos salles de classe, mais une façon d'interagir rapidement. Anciennement, certains utilisaient le petit tableau blanc tout petit, les élèves écrivaient la réponse, le montraient à l'enseignante, pour que l'enseignante ait une idée claire de où se situent les élèves. Tu sais, si j'enseigne une première fois, si j'enseigne une première fois un concept, puis que 18 élèves sur 20 me lèvent la main en disant qu'ils ne comprennent pas, ou me donnent un signal, puis on va revenir sur les signaux possibles, ben, c'est sûr que c'est pas les élèves, c'est ma stratégie qui n'est pas efficace. Et ça demande de l'humilité, j'en conviens. Mais si j'ai une majorité d'élèves qui n'ont pas compris la première fois, c'est parce qu'il faut que je me questionne sur la façon que je me suis pris pour l'enseigner. Ben, le billet de sortie, simplement, à un moment donné, moi, je sais que je t'enseignais, le billet de sortie, c'était simplement une grille à 4 niveaux. Et puis, parce que j'étais au secondaire, et l'élève, parce que j'avais 4 groupes, hein, ça roulait. Fait qu'à la fin du cours de 60-75 minutes, l'élève cochait est-ce que je suis un 1, un 2, un 3, un 4? Bon, un 1, 2, 3, 4, il y avait une petite description qu'on avait pris un temps délibéré à comprendre. Hein. Un 1, c'est il le fait de telle façon, un 2, tu le fais de telle façon, un 3, tu le fais de telle façon, puis un 4, tu le fais de telle façon, et c'est la façon attendue.
Et je demandais aux élèves avant de quitter la rencontre, mais coche, puis donne-moi la copie. Donc, la copie sur mon tableau. Moi, je mettais les 1 ensemble, les 2 ensemble, les 3 ensemble, les 4 ensemble. Ça, c'est un billet de sortie pour moi. Je suis certain que dans la salle, il y a bien d'autres exemples aussi. Là. Le billet de sortie, c'est vraiment une indication de la part de l'élève s'il a compris, il a minimalement compris ou il n'a pas compris du tout. J'ai vu des salles de classe aussi où les enseignants au primaire, là. Et ça demande quand même de créer une culture de confiance dans l'école, dans la salle de classe, pardon, mais où ils ont des signaux sur leur pupitre. J'ai vu des gobelets rouges, jaunes, verts. Et quand les élèves étaient appelés à faire un travail autonome, par exemple, ben, ils mettaient sur leur pupitre le gobelet qui représentait leur niveau d'aisance à faire l'activité. Donc, un rouge, c'est je comprends rien, un jaune, c'est je suis plus ou moins à l'aise, puis vert, ça va bien. Et là, l'enseignante a appelé les élèves à mettre les gobelets. Et évidemment, elle les a préparés dans un contexte où il n'y a pas de jugement. On est dans une communauté d'apprenants en salle de classe. Là. On s'en va tous vers la même destination. Et là, elle voyait d'un coup d'œil, tout de suite, rapidement, si les élèves étaient en mode de réflexion, puis ça allait bien, partiellement bien ou pas du tout. Tu sais, si tu as 18 élèves sur tes 20 qui ont un gobelet rouge, on fait un arrêt, là, on va reprendre. Mais ce qui devient intéressant, c'est que je sais pas, moi, j'ai 10 gobelets verts, j'ai 6 gobelets jaunes, puis j'ai 4 gobelets rouges. Eh bien là, je peux quoi? Différencier mes prochaines interventions. Je peux directement aller aider certains élèves ou même créer des sacs d'apprentissage entre élèves où les verts expliquent aux jaunes ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est des billets de sortie, si tu veux, pendant l'apprentissage. Puis à la fin de la leçon, c'est une autre façon. J'ai vu des classes aussi, ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Ils ont mis sur le mur une vraie cible là, à 4 anneaux. Okay, à 4 anneaux. Et puis, en haut, c'était écrit la cible. Je peux compter par. Euh, bah, voilà. Voilà, Geneviève, un autre exemple. Oui. Ah oui, t'ajoutes bleu, excellent. Puis, tu sais, des fois, les gens changent de couleur parce que ça a une connotation, ça peut être péjoratif ou autre. Alors, peu importe les couleurs qu'on utilise, d'abord qu'on a un code qui nous donne une indication et que l'élève, il est à l'aise. Il est à l'aise à pouvoir partager cette information-là de façon précise avec les autres élèves, mais aussi avec l'enseignant ou l'enseignante, évidemment. Le Plickers dont je parlais tantôt, c'est un billet de sortie. C'est-à-dire que l'enseignante avait sa tablette, puis elle pouvait numériser les codes barres que les élèves présentaient. Les élèves avaient 4 codes barres, évidemment représentant leur niveau d'aisance. Un, c'est j'ai rien compris aujourd'hui. 2, c'est ça va pas si mal. 3, c'est je l'ai quasiment. Puis 4, ça va super bien, je l'ai réussi bien. Puis elle pouvait numériser sa classe. Et là, ça consignait ça dans sa liste de classe tout de suite. Moi, je trouvais ça efficace parce qu'en fait, quand tu as 4-5 groupes au secondaire, tu roules. Et donc, c'est difficile tu sais, on sait c'est quoi le pouce en l'air, oui, effectivement, c'est aussi simple que ça. Mais pour arriver à faire ça, Hélène, Geneviève, les gens autour dans la conférence, ça prend un temps important de préparation. Hein? Notamment montrer aux élèves des exemples de travaux attendus. Parce que l'élève, s'il n'y a pas de référence pour être capable de mesurer son apprentissage, c'est un défi important. Donc, il ne peut pas juste me dire n'importe quoi. Là. Je vais terminer avec la question, un petit peu nos croyances en ce qui a trait à l'évaluation. Parce que c'est là qu'on s'en va là, avec toute cette notion-là. Les pratiques évaluatives dans ma salle de classe. Règle générale, est-ce que ça motive mes élèves? Je suis entièrement d'accord, je suis en désaccord, fortement en désaccord. Est-ce que mes pratiques évaluatives devraient motiver mes élèves? C'est la première chose. Là, on va donner des exemples. Est-ce que mes pratiques... Oh, j'ai... OK, c'est bon. Ah, OK, ouais. Ouais, j'aime bien
Je sais, Louis, ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas sans l'air. Ben, c'est pour ça que je disais tantôt, il faut que je crée dans ma salle de classe une communauté d'apprenants. Voyez-vous, ça me permet de. Merci pour l'intervention. Ça me revient à la première question. Est-ce que mes pratiques évaluatives que j'utilise motivent mes élèves? Est-ce qu'elles permettent à mes élèves de s'engager ou est-ce que ça crée une compétition dans ma salle de classe? Et je vais vous dire ceci. Dès que j'utilise une note, soulignez ça en gros, là. Dès que j'utilise une note pour rendre compte de l'apprentissage des élèves durant l'apprentissage, je crée de la compétition. Je crée la possibilité de faire une moyenne. Je crée la possibilité de me comparer d'un élève à l'autre et non pas d'un élève à la norme. Et donc là, ça fait en sorte qu'on va stigmatiser les élèves. Vous savez, on a donné un outil brisé aux enseignants pour rendre compte du progrès et de la réussite des élèves et ça s'appelle une note, un pourcentage. Ça, c'est une approche normative. Et quand on utilise ce genre d'approche-là durant l'apprentissage, je peux vous assurer que ça va créer de l'anxiété chez le prof en premier parce qu'il faut qu'il corrige puis il donne une note. En passant, je cherche toujours la réponse à la question suivante. C'est quoi la différence entre 72 et 73? Je cherche encore. S'il y a quelqu'un qui a une bonne réponse, je vais vous laisser mon courriel. Vous m'envoyez une réponse que je peux ensuite comprendre et partager avec les gens. Mais jusqu'à présent, la seule bonne réponse que j'ai eue, c'est un point de pourcentage. Mais vous savez qu'on prend des décisions importantes sur ces notes-là parfois. Et donc, une approche critériée, c'est la révolution de ma salle de classe. Ça change la donne, ça change le rapport avec mes élèves. On ne se compare pas entre élèves, on se compare par rapport à une attente objective. Et tous mes élèves dans la salle de classe sont appelés à quoi? À entreprendre ce chemin vers cette destination-là, une communauté d'apprenants. Ça change la donne dans ma salle de classe. Ça change le rapport avec mes élèves. Et l'élève en difficulté, là, il va lever la main. Je ne comprends pas, monsieur. Et il n'y aura pas de conséquences désastreuses. En fait, on s'attend à ce que les élèves lèvent la main. Pourquoi? Parce que faire des erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Vous avez déjà entendu cette comparaison-là. Laissez-moi vous la partager une dernière fois. Il y a des parents dans la salle. Oui, t'es parent, je suis parent. Mon garçon, là, il y a un jour, il a décidé qu'il voulait apprendre à se promener en bicyclette. Bon. Jusqu'à présent, il y avait 4 roues sur sa bicyclette. Hein? En avant, en arrière, puis 2 sur les côtés. Une de chaque côté. Et ça allait bien. Moi, j'étais à l'aise. Il n'y a pas de problème. Et là, un jour, il a dit, papa, je veux enlever mes roues. Là, j'ai dit, OK, c'est la journée, là. C'est la journée. La première fois, on enlève les roues, je tiens le siège en arrière, il titube, il est chambranlant. Je le laisse aller, il tombe tout de suite. Il se relève. Je dis, OK, on essaie une deuxième fois. Deuxième fois, je le tiens encore, il est chambranlant, mais il fait 2 mètres plus loin. Il tombe. Troisième fois, je le tiens chambranlant. Oh, je le laisse aller, il roule 3, 4, 8 mètres, il rentre dans la voiture du voisin. Et là arrive le moment magique où je le tiens une dernière fois. Et là, tout à coup, il part, il roule, il fait des 8, il a créé des petits sauts, il monte partout sur le terrain, il roule, il tombe plus. Puis là, il vient me voir, il dit, papa, je sais maintenant rouler à vélo. J'ai dit, attends une minute. Tu penses, tout ça, là, oui, mais te souviens-tu ce matin ou hier, tu as tombé 3-4 fois? Moi, je vais te moyenner ça, là. Puis je pense que tu roules ton vélo à 72%. C'est ridicule de dire ça. En fait, si je lui disais, fais attention, si tu dormes une autre fois, tu vas être puni, tu vas t'enlever des points, ça il va y tenter un petit peu moins. Fait que les pratiques évaluatives motivent mes élèves. Ça veut dire, voici ce que tu as appris.
Tu n'es pas rendu là, mais tu es là. Puis voici ce que tu dois faire maintenant, la prochaine étape pour te rendre là. Ça, ce chemin-là, les balises, les je peux, devient l'outil de motivation qui est nécessaire pour que l'élève puisse faire des erreurs sans conséquences désastreuses. C'est le premier message que je donnerai à mes élèves en salle de classe début d'année. Dans cette classe ici, là, les erreurs sont valorisées parce que les erreurs, c'est une occasion de quoi? D'apprendre. Puis je sais que plusieurs dans la salle le font de cette façon-là. Les évaluations communiquent l'apprentissage des élèves, pas leur comportement, pas leur attitude, pas le nombre de fois qu'ils ont voulu apprendre. Les évaluations reflètent les forces de l'élève. Qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que c'est une croyance qui m'habite comme enseignant? Est-ce que les évaluations déterminent les prochaines étapes en ce qui a trait à l'apprentissage? Voyez-vous une note, qu'est-ce que ça fait aussi? Ça fait un cumul. Est-ce que je peux vous partager quelque chose pour un bulletin, là, quand on arrive à l'autopsie? Parce que l'autopsie, ça veut dire que c'est fini. Un test sommatif, là, ça n'aide pas l'élève à apprendre, ça donne un portrait de où ce qui est. Mais voici ce que je vous suggérerais. Quand on arrive à un bulletin ou à la fin d'une étape, on devrait considérer uniquement les meilleures et les plus récentes performances, travaux de l'élève. Pas le début, là. Hein? Les meilleurs et les plus récents travaux. Juste ça, en soi, ça révolutionne. Où on révolutionne, en fait, notre relation, notre contrat avec l'élève. Les évaluations déterminent les prochaines étapes et les erreurs, et c'est ce que je disais tantôt, les erreurs et les échecs sont des occasions pour les élèves de progresser et de réussir. En fait, ça me permet dans ma salle de classe de créer une communauté d'apprenants entre élèves où ils ne sont pas en compétition, ils sont en voyage vers une même destination. Et on y croit, là. On y croit que le cerveau, ça se développe. Ce n'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui, mais certains, vous êtes tout à fait connaissant des travaux de Carol Dweck, la mentalité de croissance, de croire que le cerveau se développe avec des efforts stratégiques et spécifiques. Plus les élèves reçoivent des rétroactions descriptives et spécifiques durant l'apprentissage, plus ils vont apprendre. De la part de l'enseignant, mais je vous dirais de la part aussi de qui? Des autres élèves. Les autres élèves également. Et pour ça, ça prend des outils communs. Pour être pratico-pratique, en début, moi, je leur montrais l'exemple d'un travail, d'une performance d'un élève anonyme, puis je vais demander aux élèves qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans et qu'est-ce qu'il doit améliorer. On va faire de la correction collective la première semaine de septembre d'un travail qui est attendu à la fin octobre, début novembre. Plus les élèves sont appelés à avoir ce genre de copie type d'exemple-là, plus ils sont appelés à rétroagir avec ça. Je commencerai avec des travaux objectifs d'élèves qu'on ne connaît pas pour ensuite introduire la pratique d'évaluation par les pairs avec les mêmes critères d'évaluation. Là, en fait, on enlève le stigma. Là. On n'est pas en compétition entre élèves ici. Là. On est en train de cheminer vers une destination commune. Les écoles sont conçues pour atteindre les résultats qu'ils obtiennent présentement. Et je vous invite encore une fois à réfléchir à ce contrat en prévention. Je ne veux pas savoir où sont mes élèves, je veux leur montrer où est-ce qu'on s'en va. Si on veut obtenir des résultats différents et amener tous nos élèves à la réussite, il faut mesurer et changer nos processus afin de créer des résultats voulus. Et dans une réponse à l'intervention, 80-85% de nos énergies devraient être dédiées à ce travail-là en salle de classe, à cette idée de développer une destination commune qui nous amène vraiment à pouvoir faire en sorte que l'élève s'approprie ses apprentissages. En fait, je vous laisse mes coordonnées à la fin ici, un peu mon parcours. Et surtout, à la fin ici, vous voyez le lien qui est ici. Je vais le copier tout de suite, puis je vais le mettre à la demande de mon ami Louis dans la section conversation. Je vous invite à me faire de la rétro. J'aimerais bien vous entendre.
et que vous partagez un peu vos réflexions en ce début d'année scolaire qui s'en vient. Et moi, je vous souhaite une entrée des plus heureuses, des plus sécuritaires et ordonnées au niveau pédagogique. Au niveau comportemental, ça, je sais que ça, vous y êtes déjà, mais de créer un environnement où l'élève se sent en sécurité émotionnellement par rapport à ses apprentissages, je vous assure que ça peut vous amener beaucoup de réconfort dans cette idée de devoir répondre aux besoins de chaque élève. Louis, je te laisse sur ça. Il reste quelques minutes. Je ne sais pas si des gens voulaient interagir davantage. Merci, en fait, je le dis d'avance, d'avoir aussi bien participé ce matin. Ça me permet de connaître toute l'expertise qu'il y a déjà dans la salle et d'aller plus loin dans nos apprentissages. Merci. Alors moi, je vais, avant de remercier, merci François, mais je vais arrêter l'enregistrement, puis après ça, on passera à la période de questions s'il y a lieu là. Donc, je pense que je viens d'arrêter l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement.